Bonsoir et bienvenue sur Planète Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Une émission présentée par son président Jean-Paul Ortiz. Bonsoir et merci à vous tous pour votre fidélité. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission qui ce soir est assez exceptionnelle. En effet, un seul invité ce soir, mais quel invité, puisqu'il s'agit de Nicolas Revel, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir à tous les deux, merci pour votre invitation. Bonsoir monsieur le directeur, ou plutôt rebonjour, puisque nous avons passé l'après-midi à négocier. Et oui, pour sans doute parler aussi d'un sujet d'actualité, la télémédecine, Jean-Paul. En effet, la négociation conventionnelle sur la télémédecine a débuté il y a 15 jours. J'ai deux questions à vous poser, Nicolas Revel. La première, la CSMF considère que la télémédecine est une opportunité pour innover dans la profession. Et vous, est-ce que vous considérez que c'est un enjeu pour les assurés sociaux et bien sûr pour l'assurance maladie ? Je pense que c'est une opportunité, vous avez raison, pour les médecins. Je pense que c'est une nécessité pour le système de santé de manière générale. Et c'est évidemment une réponse à ce qui est une problématique que les assurés sociaux connaissent bien, qui est le sujet de l'accès aux soins. Nous pensons que la télémédecine, telle que nous allons l'inscrire dans le droit commun des conditions d'exercice, des tarifs d'exercice, va permettre à des assurés ou à des patients d'économiser des temps de transport inutiles. Ça, c'est une téléconsultation. Vous aussi, vous allez économiser les transports. Ça fait partie évidemment de l'objectif, mais nous allons quelque part aussi investir dans un deuxième acte très important qui est la téléexpertise. Là, le patient n'est plus présent, mais je crois que la téléexpertise va permettre, je dirais, quelque part de dégager, de créer de la ressource médicale supplémentaire, probablement des situations médicales qui aujourd'hui étaient traitées sous forme de consultation pourront basculer en téléexpertise et les médecins y trouveront leur intérêt. Ceci étant, la téléconsultation nécessitera d'avoir quand même vu le patient parce que les médecins ne pourront pas faire uniquement de la téléconsultation dans le cas d'un suivi d'un patient. On est d'accord qu'on partira sur des patients que nous connaissons et qui seront dans le parcours de soins. En tout cas, ça sera la règle générale, même s'il y aura des exceptions à discuter. En tout cas, c'est ce que nous avons proposé au syndicat. Je crois que nous voulons tous que la télémédecine se développe. Et nous sommes tous très attentifs à ce que son développement respecte un certain nombre de règles. Des règles d'organisation, c'est le parcours, c'est le rôle du médecin traitant. Et puis des enjeux de qualité dans le suivi. Et ça répond à ce que vous indiquez. Il faut en effet qu'une téléconsultation se fasse entre un patient et un médecin qui connaît ce patient. Une deuxième question, AXA fait ce qu'ils appellent de la téléconsultation en visioconférence, 24 heures sur 24, installe des cabines de téléconsultation dans les entreprises. Et Malakoff Médéric sillonne la France avec des camping-cars équipés de cabines. On a le sentiment que l'assurance maladie est prise de vitesse. Quelle place selon vous pour ces différents acteurs ? Ce que nous négocions ensemble, cher Jean-Paul Ortiz, c'est de faire que la télémédecine soit prise en charge par l'assurance maladie, par la sécurité sociale. Donc nous ne sommes pas vraiment pris de vitesse. Une fois que nous aurons conclu cet accord, je l'espère assez vite dans l'année, eh bien, ces actes de téléconsultation, de téléexpertise vont pouvoir se déployer France entière. Voilà. Et par rapport à ces initiatives dont vous parlez, je pense que, bien évidemment, on ne peut pas empêcher AXA ou d'autres de déployer des systèmes. Mais pour ce qui va concerner ce que l'assurance maladie va prendre en charge, elle va veiller, et nous l'avons dit il y a une seconde, que ces nouveaux actes, ces nouvelles technologies, ces nouvelles manières de procéder respectent quand même les fondamentaux du parcours, de l'organisation des soins et d'un certain nombre de critères de qualité. Et le fait de connaître son médecin, d'être suivi par un médecin et de ne pas s'adresser à des plateformes de médecins que l'on consulte de temps en temps mais qui n'assurent pas ce suivi et cette prise en charge globale, je pense que nous sommes tous d'ailleurs assez d'accord, la Caisse nationale d'assurance maladie et l'ensemble des 5 syndicats pour y veiller particulièrement. Voilà, on va passer à d'autres questions maintenant, et entre autres les vôtres, celles que vous poserez grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Je vous rappelle en effet que nous sommes en direct et que nous y répondrons à ces questions dans la deuxième partie de cette émission. Cette émission dure habituellement environ une demi-heure, mais si vos interrogations sont nombreuses, et on le souhaite vivement, on prendra juste un petit peu plus de temps pour y répondre. Et des questions, en fait, on en a déjà lorsque nous avons annoncé votre présence sur le plateau,
Monsieur Revel, de nombreux médecins de la CSMF ont souhaité s'adresser directement à vous. Et nous avons classé ces questions en plusieurs thèmes. On commence tout de suite, et vous ne serez pas surpris, par la rémunération et les tarifs des actes. Et la première question vous est posée par Alain Prochasson, qui est généraliste à Metz et qui aimerait bien une clarification sur les consultations complexes. Monsieur le directeur, nous avons bien compris qu'au travers de la Convention, vous aviez l'intention de valoriser les actes complexes en médecine spécialisée. Pour ma part, je suis médecin généraliste et dans ma clientèle, 90% de mes consultations comprennent au moins 3, 4, voire 5 motifs de consultation. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose pour ces consultations complexes au niveau de la médecine générale? On avait parlé pendant un moment d'une hiérarchisation des actes. Je pense qu'il serait utile de le mettre en place assez rapidement. Merci. Alors, cette hiérarchisation de la consultation et ces consultations complexes, Alors, quand est-ce qu'on va les étendre ? D'abord, on a dans la négociation qui s'est tenue en 2016, nous avons abouti à un accord ambitieux en termes d'investissement. Je pense que c'est important de le rappeler puisque c'est à peu près 1,3 milliard de revalorisation, tout compris, assurance maladie et complémentaires, qui vont intervenir entre 2017, 2018 et un peu 2019. Et honnêtement, je le dis, c'est important de le rappeler, c'est un effort sans précédent en termes d'investissement sur la médecine libérale depuis très 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 longtemps. Nous avons eu dans ce 1,3 milliard, nous avons eu, et là c'est un médecin généraliste qui s'exprimait, nous avons d'abord donné suite à une demande qui a été portée par tout le monde, qui était de revaloriser le tarif de base, qui est passé de 23 à 25 euros. Nous avons, et je pense que vous aviez proposé que nous dirigions vers cela, ouvert beaucoup plus de consultations complexes et très complexes, ouvertes pour une bonne part aux médecins généralistes. Voilà. Donc c'est un début de réponse. Vous savez par ailleurs que lors de cette négociation, sans vouloir être trop long, nous avons eu à un moment donné, j'ai voulu qu'on ait ce débat, de se dire finalement, ces 2 euros de plus qu'on va mettre sur le tarif de base de la consultation des médecins généralistes pour passer de 23 à 25 euros, c'était à peu près 450 millions d'euros. Bon. Et j'ai voulu qu'on ait ce débat, de se dire, est-ce que finalement cette somme, cet investissement, on ne pourrait pas le consacrer à valoriser ce qui serait justement une consultation longue du médecin généraliste. Je pense que le contexte ne s'y prêtait pas, qu'il y avait une demande forte de revaloriser le tarif de base, et donc nous avons fait ce choix-là. Mais la vie est longue et la vie conventionnelle est longue, et nous verrons demain ce que nous pouvons faire dans, évidemment, le respect d'équilibre économique que nous ne devons jamais perdre. Je reste persuadé, Nicolas Revel, que ce que vous avez prévu pour les consultations complexes et très complexes en matière de dépenses de l'assurance maladie ne sera pas dépensé parce que le système qui a été mis en place est extrêmement complexe pour être utilisé tous les jours. On fera le point, Jean-Paul Ortiz, on verra le point. Je n'exclus pas qu'il y ait un temps d'appropriation, comme dans toute évolution de nomenclature. Je pense que les médecins, spontanément, on prenne un temps pour facturer correctement. Nous ferons le point. Et puis nous verrons s'il y a lieu d'ajuster. Voilà, on va passer à l'autre question. Elle vient d'un pneumologue et il vous interpelle sur la nouvelle majoration d'urgence mise en place depuis le 1er janvier afin de réduire le recours systématique aux urgences hospitalières. Monsieur Nicolas Revel, bonjour. Docteur Proisy, pneumologue secteur 1 en province. La nouvelle convention institue une majoration pour les prises en charge de patients sur appel du médecin traitant. Excellente idée, parce que si les patients sont envoyés aux urgences, c'est la simple consultation qui coûte 270 € plus les actes à côté. Pourquoi cette majoration n'est-elle appliquée qu'aux seules consultations? En tant qu'ophtalmologue, j'ai certes peut-être une meilleure oreille que mon ami médecin traitant, mais en tout cas, j'aurais vraisemblablement besoin d'une gazométrie, voire d'une spirométrie, voire d'une radio. Et dans ces cas-là, cette majoration ne s'applique pas. Cela pourrait-il se faire très prochainement? Non, mais c'était un sujet bien connu. Nous avons calé en juillet-août un équilibre financier dans le cadre, comme je le disais, d'une contrainte qui, même si nous avons mis un certain investissement, voire un investissement certain, fait que nous n'avons pas pu prendre toutes les bonnes idées, toutes les idées tout court qui ont été échangées dans cette négociation.
Et donc c'est vrai que cette majoration d'urgence, nous l'avons limitée aux consultations. C'est parfaitement exact. Très vite après la signature, beaucoup de syndicats m'ont dit mais il faudrait que nous l'élargissions aux actes techniques. C'est en soi une idée qui ne me choque pas. Simplement, elle a évidemment un coût. Et la question qui nous est posée, c'est de dire à quelle échéance il faudrait que ce soit vite. Tout ceci doit évidemment se caler dans ce que vont être nos possibilités de réinvestissement dans le champ de la valorisation des actes. Et donc, pour terminer, moi, je ne ferme pas cette piste. Je pense en revanche que de le faire vite sera un peu compliqué. Nous sommes encore dans une deuxième année, 2018, où nous sommes dans l'exécution de cette convention qui, encore une fois, représente 1,3 milliard d'investissements supplémentaires. Ce qui me frappe, c'est que vous dites qu'elle a un coût. Et ce que nous disons, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait élaboré cette notion de consultation et de prise en charge en urgence, cette majoration décharge un recours aux structures hospitalières dont vous savez que le coût collectif est beaucoup plus important. Donc finalement, je comprends, vous dites qu'elle a un coût, mais elle a un coût marginal en ce qui concerne le paiement de cette consultation en urgence ou de cet acte technique en urgence. C'est ce que dit ce pneumologue, est plein de bon sens. Effectivement, lui, il a besoin de quelques examens complémentaires, quelques actes techniques qu'il réalise à son cabinet. Et pourquoi donc ne pas avoir élargi pour éviter une dépense qui est beaucoup plus importante dans les structures hospitalières. Au final, le système y gagne. C'est le pari de cette majoration d'urgence, c'est que nous pensons, quand nous avons ensemble construit cette majoration, nous espérons, Jean-Paul Ortiz, nous espérons que nous en tirerons des économies par des hospitalisations évitées. Mais il faut juste peut-être que l'on observe un tout petit peu les choses pour voir si nous le vérifions. Et donc, avant de l'élargir à d'autres actes techniques, ce qui, encore une fois, sur le principe, ne me pose pas de difficulté, je pense que nous devons aussi regarder si ces 30 millions, c'est à peu près 30 millions que nous avons investis dans cette majoration, nous observons des économies induites. Voilà. Je l'espère. Mais moi, j'en suis sûr, parce qu'on sait comment ça se passe sur le terrain et on sait qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, le fait de nous inciter, par un mécanisme de ce type-là, à recourir à notre correspondant médecin spécialiste sur tel ou tel problème, évite un recours à l'hôpital. Ce qui sera intéressant de voir, c'est effectivement si ça a un impact sur l'augmentation du recours hospitalier. Et je suis sûr que vous gagnerez de l'argent. Écoutez, en tout cas, c'est l'objectif. Simplement, laissez-nous le temps et le recul pour vérifier que c'est bien ça qu'on observe derrière. Attendre et voir. Donc, une nouvelle question posée par Philippe Boutin, généraliste à Poitiers. Il réclame, lui, des précisions sur l'évolution de la rémunération des médecins, notamment la proportion entre paiement à l'acte et forfait. Bonjour Nicolas Revel. Donc, les médecins libéraux ont une mauvaise expérience de la rémunération au forfait, avec des forfaits qui, en général, n'ont pas beaucoup évolué tout au long des conventions successives. Comment voyez-vous l'évolution du paiement et de la rémunération des médecins libéraux à l'avenir, la part du forfait par rapport à la part de rémunération à l'acte, et tout ça au moment où justement la ROSP, qui est l'emblème du forfait de la médecine générale actuellement, la médecine libérale, a quelques difficultés à se mettre en place, au moins sur le plan des contraintes administratives pour répondre à la totalité des items retenus. Bon, ça c'est un vieux sujet. Je pense que nous avons en France raison de vouloir mixer les rémunérations. Moi, je ne théorise pas le fait qu'il faudrait supprimer la rémunération de l'acte. C'est ancré culturellement dans notre histoire de la médecine libérale. Et je sais que les médecins libéraux, et notamment ceux de la CSMF, y sont attachés. Nous y sommes très attachés. Je le sais. Et pour nous, la rémunération à l'acte doit rester prépondérante. Elle a, malgré tout, un inconvénient, cette rémunération à l'acte. C'est pour ça qu'il ne sera pas interdit dans les prochaines années de voir comment la faire évoluer, l'enrichir quelque part. Cette rémunération à l'acte, et on a un peu le même système à l'hôpital avec la T2A, entretient les acteurs dans une course au volume. Ils entretiennent aussi les professionnels dans une forme d'exercice isolé. Rien ne vient là favoriser tout ce qui va valoriser la qualité ou le travail collectif. Bon. Donc, il existe des alternatives qui ont vocation à venir compléter, moduler les choses. Le forfait patientèle pour les médecins traitants, que nous avons simplifié en regroupant tous les bouts de forfait qui existaient avant, et je pense que c'est mieux ainsi.
La ROSP dont Philippe Boutin parlait en termes critiques, je trouve qu'elle s'est installée dans le paysage. Et moi, je remercie la CSMF, avec d'autres syndicats, d'avoir défendu et de porter la ROSP. Aujourd'hui, nous avons un changement d'indicateur, puisque dans la nouvelle convention, on a fait évoluer des indicateurs. Parenthèse, ce n'est pas la CNAM qui a listé et dicté les nouveaux indicateurs. C'est un travail que nous avons confié au Collège de médecine générale. Bon. Et donc, nous en sommes inspirés, même si ensuite les syndicats et la CNAM ont évidemment fait leur travail. À ce propos, excusez-moi, je vous coupe, et je donne l'information à mes collègues. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre demande, où nous avons souhaité avoir quelques jours de plus. On a une semaine de plus. En particulier pour les pédiatres, pour remplir les éléments de la ROSP qu'ils ont jusqu'au 5 février. Et je vous avais sollicité il y a quelques jours pour cela, parce que c'est vrai que ça se met en place et nos amis pédiatres avaient un peu de mal. Et je pense qu'effectivement la ROSP est un mécanisme qui est intéressant parce qu'il valorise la bonne pratique et ça va dans le bon sens. Et donc parfois on peut avoir une difficulté, et on l'entend en ce moment de la part de médecins quand ils remplissent leurs indicateurs, ce sont les indicateurs déclaratifs. Ce ne sont pas des informations qu'ils récupèrent par les bases de l'assurance maladie. Ils doivent se souvenir du nombre de patients qui dans l'année sont venus les voir et auxquels ils ont par exemple proposé un sevrage tabagique. Bon. Et donc quand on ne l'a pas noté, on ne s'en souvient plus à la fin de l'année. Malgré tout, on se souvient, vous et moi, Jean-Paul Ortiz, que dans les propositions du Collège de médecine générale, il y avait beaucoup d'indicateurs déclaratifs et qu'on les a plutôt réduits. Voilà. Donc ça, c'est la ROSP. Je pense que voilà, elle a trouvé son équilibre. La nouvelle ROSP, je pense, va rentrer dans les mœurs. Il y a beaucoup d'indicateurs nouveaux. Demain, je pense que la rémunération à l'acte, rassurez-vous, restera le pilier. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, et je sais que ce n'est pas simple, il faut le faire ensemble, à comment, demain, cette rémunération de l'acte peut prendre davantage en compte ces notions de qualité et de pertinence. Il peut y avoir une réponse par les forfaits, la ROSP en est une. Il peut peut-être y avoir aussi des réponses au travers d'un acte dont la valeur peut être retravaillée. Nous ne sommes pas opposés à la CSMF à réfléchir aux problèmes de modes de rémunération variés, y compris autour de la forfaitisation. Nous l'avons fait sur un certain nombre de missions, qui sont des missions transversales. Je pense à la permanence des soins, mais je pense à des mécanismes comme la ROSP, qui vont dans le bon sens, comme je le disais à l'instant. Ce qui nous embête avec les forfaits, et là on a un vrai problème sur les évolutions tarifaires, c'est que bien souvent, la valeur du forfait ne bouge pas. L'exemple même, c'est celui de la permanence des soins et du forfait qui est resté à 150 € depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années. Et je crois que de la même façon qu'on a une valeur des actes qui n'évolue pas comme elle devrait évoluer au fil du temps, on retrouve un peu le même problème avec les forfaits. Oui, mais contre-exemple, la ROSP, qui a été créée en 2011, elle a continuellement augmenté entre 2011 et 2016. Parce que les pratiques se sont améliorées. Eh bien voilà, très bien, c'est une bonne réponse. Absolument. Le forfait patientèle, quand nous l'avons fusionné, nous l'avons revalorisé. Le forfait structure, que nous avons créé en 2016, 2017, première année, il va augmenter en 2018, il réaugmente encore en 2019. Donc vous voyez que les forfaits ne sont pas systématiquement synonymes de stagnation. Bon. Voilà. On va passer un petit peu à autre chose. Après la rémunération et les tarifications, on va aborder maintenant l'exercice quotidien des médecins. Les médecins libéraux subissent une dérive administrative qui pèse de plus en plus dans leur exercice quotidien. On écoute ainsi la question de Nicolas Saint-Mont, médecin généraliste à Deauville. Il est responsable d'une maison de santé. Voilà, je suis coordonnateur d'une maison de santé et médecin généraliste. Le mois de décembre et janvier est un mois particulièrement difficile pour remplir la ROSP et puis la SI. Et visiblement, des tas de documents nous sont demandés et la lourdeur administrative de cette procédure est vraiment pénible pour nous généralistes et pour tous nos confrères aussi. Est-ce qu'il y a des moyens de simplifier cette procédure pour pouvoir rendre cette tâche plus accessible ? Bon, si on parle de la complexité administrative liée aux rémunérations, on va le faire. Après, probablement, y a-t-il aussi des questions de complexité administrative liées à d'autres éléments de l'exercice. Mais sur la rémunération, bon, la ROSP, je l'ai dit, ce qui est le plus compliqué, c'est les indicateurs déclaratifs. Parfois, ce sont les médecins eux-mêmes qui nous en réclament. On est parfois à front renversé sur ce sujet. Sur la CI, c'est-à-dire en gros les structures d'exercice pluriprofessionnelles, les maisons et pôles de santé, je trouve qu'on est dans un exemple qui est assez emblématique. Bon, moi, je crois que demain,
une vraie structure d'exercice regroupé. Ce n'est pas un médecin généraliste qui est le coordonnateur et qui doit supporter le travail administratif en fin d'exercice. Nous devons aller vers des structures d'exercice plus larges, avec davantage de professionnels et qui ont donc du coup les moyens, par un accompagnement conventionnel financier, de rémunérer des professionnels qui ne sont pas de santé, mais qui sont des professionnels qualifiés et qui les déchargent précisément de ce type de tâches. C'est un peu le concept que nous développons avec l'entreprise médicale à l'échelon territorial, puisque nous plaidons en cible pour que les médecins libéraux s'organisent en véritables offreurs de soins à l'échelon des territoires et créent de véritables entreprises de soins ambulatoires. Et effectivement, suivant le dimensionnement, il y aura forcément un support organisationnel qui devra être important. Mais vous devrez l'accompagner si on veut muter l'exercice professionnel vers ce type d'organisation. Mais ça, vous posez, je trouve, la question essentielle des prochaines années. On a parlé de revalorisation, d'évolution des tarifs. Bon. Quand on se pose la question, ça va être quoi la priorité d'investissement pour l'assurance maladie dans l'exercice médical et dans le système de santé en général dans les prochaines années. Moi, je crois que la priorité, pas unique, mais une des plus fortes priorités, ce sera d'investir dans cette structuration et cette coordination. Donner des moyens supplémentaires aux médecins et aux autres professionnels de santé de s'organiser dans les territoires, non pas systématiquement de se regrouper dans les mêmes locaux, mais même quand ils exercent à des endroits différents, de se doter de moyens mutualisés. Et des moyens, c'est quoi? C'est des ressources administratives, c'est des compétences humaines, des personnels, et c'est des systèmes d'information. Sophie. Une bonne nouvelle. On va passer un petit peu à autre chose aussi. Puis cette fois-ci, c'est la question d'une consoeur, Béatrice Fazio, qui est médecin généraliste. Et en fait, sa question, je la résumerai un petit peu par un truc un peu réducteur, mais les CPAM sont-elles amis ou ennemis? Et on va avoir la réponse avec elle. Monsieur Revel, bonjour. Voilà, j'ai été présidente de CPL à un moment donné. Donc, on était toujours dans la construction. On proposait des choses aux médecins pour appliquer tout ce qui était dans la convention. Donc, ma question aujourd'hui est, si vous étiez directeur de CPAM, est-ce que vous seriez plutôt dans la sanction ou plutôt dans la construction en aidant les médecins? D'abord, c'est une drôle de question parce que moi, je suis le directeur des directeurs de CPAM. Donc, vous voyez, donc je me sens directement concerné. Vous savez, on a besoin des médecins. L'humanité ne vivra jamais sans médecins. Et je pense qu'un bon système de santé a besoin de sécurité sociale. Donc, on va, je pense, essayer de vivre médecins et sécurité sociale ensemble pour longtemps. Bon. Pourtant, les médecins se plaignent beaucoup d'un harcèlement des caisses. Je ne sais pas. Et c'est ce qu'ils disent. Il y a de tout, on entend de tout. Et moi, je regarde, parce qu'on scrute, parfois on sonde pour voir quel est le ressenti des médecins sur les caisses. On a quand même des taux de satisfaction qui se situent aujourd'hui à plus de 60%. Et je pense que les médecins reconnaissent le travail qui est fait. J'ajoute quand même que, et je réponds au docteur Fazio, oui, bien sûr, je veux que la sécurité sociale considère que sa mission, c'est aussi de faciliter l'exercice. On a une mission de juste paiement, d'ouvrir des droits et de payer ce qu'il doit être payé. Et donc, quelque part, oui, et on pourrait y revenir, on a un système de santé qui ne survivra que si on en maîtrise, à minima, l'évolution des dépenses. Et une manière de maîtriser, c'est de vérifier que ce qu'on paye est payé à bon droit. Donc il y a forcément une dimension contrôle, mais il doit y avoir une dimension accompagnement et construction. C'est comme ça que j'essaie de le faire vivre au niveau national. C'est comme ça, je crois honnêtement, que les directeurs des caisses s'y emploient. Et on pourrait, sans être trop long, revenir sur des choses que nous avons modifiées sur l'entrée en ALD. Voilà. Il n'y a plus de contrôle a priori du service médical. On a, sur l'affaire du tiers payant, qui a été une pomme de discorde, la loi a été votée, c'est devenu pour les gens qui sont en vient d'être modifiée dans le ALD, bon sens. Pour les patients en ALD, elle n'est pas modifiée, on est sur une prise en charge 100% assurance maladie, on a changé les règles pour que ce soit vraiment plus juste et plus simple. Et par ailleurs, là on parle souvent de harcèlement, c'est sur des contrôles que nous faisons, sur les arrêts de travail par exemple, c'est un sujet qui revient souvent. Moi j'ai souhaité depuis 2 ans qu'il n'y ait plus aucune procédure qui ne soit engagée pour des médecins qui prescrivent beaucoup trop d'arrêts de travail, très au-dessus de la moyenne de leurs confrères. Aucune procédure engagée sans un dialogue préalable. Le retour du dialogue,
On va voir l'usage. Sophie. On va poursuivre. On arrive maintenant à la moitié de cette émission et on va s'arrêter quelques minutes avec ce que nous appelons le d'accord, pas d'accord. Alors Nicolas Revel, je vais vous poser des questions. Vous répondrez en un seul mot, pas d'accord ou pas d'accord. Alors la première, le rêve de tout directeur de la CNAM serait de salarier tous les médecins. Donc je dis juste d'accord ou pas d'accord, c'est ça? Allez, on lui tolère un peu plus ou pas? À peine, 3 mots. Pas d'accord. Je pense que nous avons aujourd'hui une médecine libérale qui est très importante, qui est là depuis fort longtemps. Qui est quand même beaucoup plus performante. Et qui effectivement, a... je pense qu'il y a la place pour les deux, pour être très clair. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations peuvent être tout à fait tentées par un exercice salarié. Et je pense qu'il faut respecter et rendre possible les deux. Parfait, on est resté dans les 10 mots. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord pour établir les mêmes tarifs à l'hôpital public et aux cliniques privées? Non, pas d'accord non plus. Voilà, cette convergence tarifaire, je pense, ne prendrait pas en compte ce qui est aussi une différence de structure de charge entre les cliniques privées et les hôpitaux publics. Dernière question, d'accord ou pas d'accord pour supprimer l'article 99 de la LFSS de 2017 afin de vraiment renouer avec le dialogue conventionnel? Je vais répondre Ça vous fait sourire. en ne disant ni d'accord ni pas d'accord. Je cherche depuis longtemps, depuis 2 ans, à faire aboutir avec les médecins radiologues un protocole qui nous permette d'avancer par la voie de l'accord, du protocole et de la convention. Voilà. C'est ça mon objectif et nous nous y employons en ce moment même. Voilà. Il me reste une petite question finalement, comme vous avez été assez bref. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour établir un conventionnement sélectif dans les zones dites surdenses en médecins libéraux? Je ne suis absolument pas d'accord, je dis bien pas d'accord avec cette solution. D'abord pour une raison très simple, c'est que ça ne produirait absolument pas l'effet recherché. C'est qu'aujourd'hui, vous fermeriez des zones surdenses, si tant est d'ailleurs que vous puissiez trouver des zones surdenses. Qu'est-ce que ferait le médecin à qui vous diriez vous ne pouvez pas vous installer dans tel canton d'un grand centre-ville, il va aller s'installer non pas du tout dans la zone déficitaire qui est à 100 km, il ira s'installer juste à la frontière, à la limite. Donc c'est une fausse solution. La vraie solution, alors peut-être qu'elle résonne comme une mesure choc, mais je pense qu'elle ne règle rien de la question de l'accès aux soins dans les territoires où il y a un problème d'attractivité. Ce sujet-là, il est compliqué. Il faut bien être conscient, et je veux m'arrêter une minute là-dessus, que c'est déjà aujourd'hui un sujet d'incompréhension de la part des patients et des assurés. Et quelque chose qui remonte de manière extrêmement forte. D'où d'ailleurs ces propositions de loi qui fleurissent régulièrement au Parlement pour dire on va trouver une baguette magique qui va faire qu'on va contraindre les médecins à aller s'installer, soit on leur interdit l'accès à telle zone, soit on les oblige à aller dans telle autre. On voit bien la difficulté de ce type d'approche. En revanche, si nous n'arrivons pas, dans les 2 prochaines années, dans les territoires sous-denses, à la fois à faire fonctionner nos dispositifs incitatifs, mais surtout à faire que les médecins, ceux qui y exercent, avec les autres professionnels de santé, si nous n'arrivons pas à ce qu'on structure une offre mieux organisée, mieux coordonnée, qui libère du temps médical de médecins qui est une ressource rare, je pense qu'à ce moment-là, ce sera difficile d'échapper à des solutions qui, malheureusement, je le redis, sont des fausses solutions. Je vous rappelle d'ailleurs que les jeunes générations, et je suis sûr qu'ils sont nombreux ce soir à nous écouter, sont très attachés à la liberté d'installation, totalement opposés au conventionnement sélectif, ce qui est la position de la CSMF. Nous l'avons dit et nous l'avons redit. Par contre, nous sommes tout à fait conscients des difficultés d'accès aux soins qui peuvent se poser en matière d'accès pour un médecin traitant dans certaines zones géographiques et en matière d'accès pour un médecin spécialiste avec des délais de rendez-vous qui sont longs. Et effectivement, il nous faut collectivement, toutes générations confondues, réfléchir à des solutions qui ne sont pas uniques. Il faudra qu'on soit accompagné en particulier par les collectivités locales et les élus locaux ont des responsabilités à prendre dans cette affaire. Bien entendu, l'assurance maladie et les mesures incitatives doivent nous y aider, mais il faudra qu'on réponde à cette demande de la population, j'en suis persuadé. Oui, je pense que c'est très important. Moi, j'ai lu hier un communiqué ou une expression de la CSMF, c'est Luc Duquesnel qui s'est exprimé
pour dire quelque part qu'il faudrait que, même quand les médecins généralistes dans une zone ont le sentiment d'avoir déjà beaucoup de patients, il faut faire en sorte qu'on ne laisse pas des patients sans médecin traitant. Même s'il s'agit d'en prendre un peu plus, à la condition qu'on progresse sur l'organisation. Parce qu'à un moment donné, on peut peut-être en prendre plus si l'organisation et la coordination s'améliorent avec de la délégation de compétences. Je pense qu'il faut ouvrir ce type de débat. Délégation de tâches. Sophie. C'est différent. On va retrouver les questions des médecins de la CSMF. Maintenant, l'une d'entre elles concerne les secteurs d'exercice. C'est Philippe Chazelle, qui est stomatologue à Lille. Monsieur le directeur, actuellement, 40% des médecins spécialistes sont en secteur 2. La majorité des jeunes médecins spécialistes s'installent actuellement en secteur 2. Voyez-vous une raison? Pour moi, la dégradation de la valeur des actes des médecins spécialistes, que ce soit sur la consultation ou sur les actes techniques, pour la très grande majorité d'entre eux, est la cause principale. Les jeunes médecins qui ne tiennent pas à travailler comme des staccanovistes, comme ont pu le faire certains de leurs anciens, veulent pouvoir mener une vie de famille et une vie extra-professionnelle correcte, et la valeur des actes actuellement ne le permet pas, ce qui les oblige à s'installer en secteur 2. Quelle solution nous proposez-vous? En clair, le secteur 2 est une solution qui a permis à certaines spécialités de continuer à exercer en pratique de ville. Il est souvent indispensable, vu l'augmentation des charges dans l'exercice de nombreuses spécialités. Quelle est votre position? Bon, le secteur 2, il existe. Et donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui théorisent sa disparition. Je pense que c'est un échec, malgré tout, pour l'assurance maladie et pour la sécurité sociale. Je le dis comme ça. C'est un échec quand ça remonte à 1980. Je rappelle d'ailleurs que cette convention-là n'avait pas été signée par la CSMF. Ça me fait plaisir que vous vous en souveniez, parce que je pense que c'est un échec du système et de l'assurance maladie. Je leur dis, ça remonte au deuxième choc pétrolier, 1980, premier moment où la Sécu est en déficit. Il y a besoin, parce que ça doit intervenir évidemment régulièrement, de réinvestir sur les tarifs, c'est normal. Et la Sécu n'a plus les moyens, il dit, c'est pas grave. Faites vos tarifs vous-même, on vous ouvre le secteur 2 sous condition de titre et de formation initiale. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? En 80, c'est ouvert à tout le monde et c'est la FMF qui, après, a fermé et a réservé l'accès. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus de revalorisation des tarifs des médecins de secteur 2. Toutes les revalorisations sont allées sur le secteur 1 et ça a divergé. On parlait des déserts médicaux, parlons des tarifs du secteur 2. Je pense que les Français, là aussi, ne les comprennent pas. Ne sous-estimez pas le ressenti des patients vis-à-vis des dépassements d'honoraires. Bon. Alors, on a, et là aussi la CSMF, pour le coup, l'a accompagné, on a signé en 2012 un avenant qui n'était pas facile, qui a créé le contrat d'accès aux soins, que nous avons repris dans la convention en créant l'Optam. Et honnêtement, si la CSMF n'a pas signé la convention, je ne pense pas que ce soit là-dessus que nous ayons divergé. J'ai fait tomber mon micro, donc j'espère que ce n'est pas trop grave. Accrochez-le tout simplement, ça ira. Très bien, je continue, je le tiens. Moi, cet Optam, je fonde véritablement de l'espoir. Il a été souscrit par beaucoup de médecins. On est maintenant à 15 000 médecins signataires, c'est-à-dire quand on prend le secteur 2, on est à peu près maintenant à 50% de médecins de secteur 2 éligibles qui ont signé l'Optam. Et je pense que ce contrat a une formidable vertu qui consiste en gros à dire, eh bien, vous aurez dorénavant des revalorisations. Quand il y a des revalorisations pour le secteur 1, elles sont aussi pour vous. Quand vous faites du tarif opposable, vous êtes valorisé en plus par une aide supplémentaire. Et simplement, nous vous demandons en contrepartie de pouvoir limiter, stabiliser votre niveau de dépassement. Et ainsi, je pense qu'on est dans quelque chose qui est gagnant pour tout le monde et qui est souple, puisque un médecin peut à tout moment sortir de l'Optam. Nous avons porté le CAS. On a peut-être eu tort d'avoir raison trop tôt, si je comprends bien, d'après ce que vous venez de nous expliquer. L'Optam et le CAS rebaptisés avec des améliorations techniques qui sont appréciées par un certain nombre de médecins, puisqu'il y a bien entendu les médecins qui étaient signataires du contrat d'accès aux soins qui ont prolongé dans l'Optam.
Néanmoins, aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est effectivement d'avoir cette respiration au niveau tarifaire. Et il y a un tel retard sur les tarifs opposables qu'il faut qu'on arrive à améliorer la grille tarifaire des actes médicaux qui sont globalement très sous-valorisés, en particulier dans certaines spécialités. Donc, heureusement qu'il y a eu ce secteur 2 qui a permis à ces spécialités de survivre. Et je pense qu'effectivement, on ne peut que déplorer ce retard pris dans les tarifs médicaux. Est-ce qu'on va continuer à abonder pour la revalorisation de ces tarifs de façon significative, en particulier dans les spécialités concernées? Bon, je vous l'ai dit, je pense que nous devons, sur le long terme, si nous voulons convaincre des médecins de sortir du secteur 2 et de s'insérer dans ce contrat, cette option intermédiaire qui est l'Optam, il faut évidemment les convaincre par le fait que sur la longue durée, l'assurance maladie revalorise régulièrement les tarifs. Bon. Si vous me demandez, est-ce qu'il y aura dans les 3 ans, dans les 4 ans, un investissement massif pour revaloriser très fortement la valeur des actes sur les spécialités dont vous considérez qu'aujourd'hui elles ne sont pas au bon niveau, je vous renvoie à ce que je vous ai dit il y a un instant. Moi je pense que dans les prochaines années, la première des priorités, ça va être d'investir sur l'organisation des soins et les conditions d'exercice. Et d'investir directement, parce que quand on revalorise les tarifs, on peut se dire que ce sera réinvesti sur le fait que les médecins vont se doter collectivement d'une organisation, de systèmes d'information, vont recruter des collaborateurs pour les aider à mieux fonctionner. Je pense que dans la vraie vie, ça n'est pas si simple que ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et d'assumer à un moment donné, de se dire, bah, écoutez, puisque c'est prioritaire, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus que c'est prioritaire, d'améliorer les conditions d'exercice, favoriser la coordination entre les médecins et les autres professionnels de santé, je pense qu'il faut assumer d'investir d'abord là-dessus. Je partage l'objectif. Néanmoins, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, les spécialités qui sont les plus en déshérence au niveau organisationnel, ce sont les spécialités cliniques qui ont eu des actes très dévalorisés par rapport à l'évolution générale et qui n'ont pas eu les moyens de restructurer, y compris en monospécialité. Alors que d'autres spécialités ont pu le faire, soit autour de plateaux techniques, soit autour de nécessités organisationnelles. Donc on voit bien que dans l'organisation générale, lorsque le médecin libéral a les moyens d'investir dans son outil, il peut réaliser cet objectif d'une meilleure organisation de sa vie professionnelle. Jean-Paul Ortiz, je prends votre point sur les spécialités cliniques, en tout cas sur certaines, et je le prends tellement que je vous rappelle que dans les revalorisations que nous avons signées, pas tous la CSMF, mais en tout cas vous avez participé activement à cette négociation, nous avons choisi de faire qu'elles bénéficient plutôt à ces spécialités cliniques qui étaient justement, vous le dites, un peu en souffrance ou en déshérence. Et je rappelle quelques chiffres. Que ce soit les pédiatres, que ce soit les Pour rhumatos. les pédiatres, il faudra faire des comptes parce que je pense qu'on sera très loin du compte. Prenons toutes ces spécialités cliniques qui étaient sur des niveaux d'honoraires et de revenus très inférieurs à la moyenne des autres spécialités. Et on pourrait mettre les médecins généralistes. On est en revalorisation d'honoraires. On verra à la fin si effectivement le compte est bon. On est sur une revalorisation entre 10 et 15 000 euros par an. Prenez une seconde. Quand, une fois cette convention signée, ce chiffre, parce que nous l'avons communiqué, d'une revalorisation moyenne de 15 000 euros pour les généralistes et pour un certain nombre d'autres spécialités cliniques dont nous parlons, ce chiffre-là est un chiffre important. Et quelque part, à l'extérieur, que ce soit, je me rappelle, d'échanges en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, ou avec d'autres professions de santé, ce chiffre-là n'est pas passé inaperçu, il n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable. Nous verrons bien. On verra. Et on passe à la dernière question, en fait, des médecins de la CSMF. Cette question, elle est posée par Pierre-Paul Slegel. Elle concerne le DMP. Monsieur Nicolas Revel, voilà, le DMP vous a été confié. Il a déjà coûté actuellement 500 millions d'euros. Quel est votre projet et qu'est-ce qu'il va devenir? Je suis d'autant plus inquiet que moi-même je m'en sers et qu'il n'est jamais alimenté par des tiers. Or, c'est un outil utile, important.
J'aimerais savoir quand, comment vous allez faire pour qu'il soit réellement applicable. Il y a des années que le DMP est dans les cartons. Les médecins désespèrent d'avoir enfin un outil opérationnel qui est pourtant essentiel pour aujourd'hui et pour demain. Alors, c'est pour quand? Pour nous, c'est une grosse responsabilité d'avoir repris le DMP. C'est récent, hein, la loi nous l'a confié, nous en sommes en responsabilité maintenant depuis 2017. Et nous y travaillons beaucoup. Rassurez-vous, on ne va pas réinvestir 500 millions sur le DMP. Nous allons en revanche, parce que le produit techniquement avait été développé de bonne manière, il faut maintenant réussir son déploiement. Comment nous allons nous y prendre? Et les choses vont démarrer, pour être très concret, après l'été 2018. Donc d'ici, je dirais, 8-9 mois, nous allons passer à un déploiement national. Vous êtes en train de nous annoncer un déploiement du DMP France entière national d'ici la fin de l'année 2018. À la rentrée 2018. Il y a 3 enjeux, ou même 4 pour réussir le DMP. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est un sujet important. Premier, il faut qu'il y ait des DMP ouverts. Aujourd'hui, quand nous avons repris le DMP, après 10 années d'errance de ce dossier, de ce chantier, il y avait 500 000 DMP ouverts pour toute la France. Oui, mais il n'y a rien dedans. La moitié était vide. Et pour ceux qui avaient de l'information, elle n'était pas régulièrement actualisée. Donc notre premier objectif, c'est qu'en quelques années, nous ayons des dizaines de millions de DMP ouverts. Pourquoi y en avait-il si peu? Parce que pour ouvrir un DMP jusqu'à présent, il fallait que le médecin s'y colle. Ouais. Il fallait que ce soit le médecin en face-à-face patient, avec sa carte CPS et la carte vitale, qui prenne le temps nécessaire à l'ouverture du DMP. Si les médecins veulent le faire, très bien, mais je pense qu'ils ont mieux à faire que cela. Donc on a créé, et on va créer, plein de voies différentes d'ouvrir le DMP. Les assurés pourront le faire en ligne. Ils pourront le faire dans des accueils de caisses primaires. Mais surtout, ils pourront, dès cette année 2018, le faire en officine, dans les pharmacies. Les pharmaciens ont créé des dizaines de millions de dossiers pharmaceutiques. Ils ont voulu s'engager, et nous avons signé un accord avec eux, pour pouvoir ouvrir des DMP. Et nous le ferons aussi avec les infirmières qui seront au domicile des patients chroniques. Deuxième élément, il faut de l'information dedans. Parce qu'on peut avoir des dizaines de millions de DMP. S'ils sont vides, ça n'a aucun intérêt. D'abord, nous injecterons, et donc c'est prêt, tout l'historique des remboursements des patients. Mais pas l'historique des remboursements des données médicalisées. Quel médicament a été remboursé? Quel médecin a été vu? Deuxièmement, nous allons ramener, et ça c'est un élément, je pense, très important, de l'information venant de la sphère hospitalière et établissement. Tous les comptes rendus d'hospitalisation. Nous travaillons avec les laboratoires de biologie pour avoir tous les comptes rendus de biologie, et nous ferons pareil avec la radiologie. Enfin, il faut que les médecins puissent consulter facilement le DMP. Et nous avons développé avec les éditeurs de logiciels des fonctionnalités qui sont en réalité déjà à peu près aux 2/3 implémentées dans vos logiciels, qui permettent de consulter le DMP, je dirais, non pas en se déconnectant, en allant sur Internet, mais de manière fluide au travers de votre logiciel de tous les jours. Là. Et puis, quatrième élément, il faut que le DMP soit une réalité pour les patients, parce que le DMP, c'est fait pour les professionnels de santé, et ça doit être aussi une réalité pour les patients. Et donc, il y a déjà, et donc il y aura, quand on le déploiera, ce sera prêt, une application telle qu'elle existe d'ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, qui fait que chacun pourra, y compris dans le métro, chez soi, sur son smartphone, consulter son DMP, voire parfois l'alimenter si il veut faire la photo d'une ordonnance ou d'un résultat de biologie. Tout ça va rester, une fois que je vous l'ai dit, pour vous montrer comment on va s'y prendre, tout ça va être évidemment un peu long. Il faut que les acteurs se convainquent de l'intérêt du DMP. Je pense que le DMP va être très utile. Il ne va pas être la solution unique. Hein. Il y a plein de systèmes d'information partagés qui vont se développer dans la sphère hospitalière et dans les territoires. Je pense que le DMP va être un élément, une sorte de surcouche fondamentale qui fait qu'il y aura quelque part en France un dossier patient qui concernera tous les patients, en essayant d'être exhaustif, qui sera accessible en tout point du territoire et qui collectera des données considérables venant de tous les offreurs de soins. La difficulté dans ce que vous présentez, c'est qu'on va avoir un DMP qui va être une grande bibliothèque pour chaque patient où il y aura beaucoup d'éléments. Ça veut dire qu'il faudrait absolument qu'on arrive à mettre en place et à valoriser le volet de synthèse médicale qui permet de résumer de façon simple le contenu du DMP de chaque patient. Parce qu'effectivement, on pourra peut-être,
on verra techniquement si c'est au rendez-vous, avoir l'ensemble des éléments que vous décrivez, mais ça sera inutilisable s'il n'y a pas un minimum de rangement dans la bibliothèque. Alors, vous avez raison, il faut que ce soit un DMP facilement consultable. Vous avez également raison de dire que le volet de synthèse médicale est une information précieuse. Et les médecins généralistes, j'espère qu'ils joueront le jeu du DMP en alimentant le DMP c'est un vrai du travail, volet de c'est synthèse un gros médicale. travail. Mais aujourd'hui, nous avons déjà dans la convention une rémunération qui était dans le forfait, dans la ROS, puisque nous avons basculé sur le forfait patientèle, qui rémunère l'élaboration d'un volet de synthèse médicale. C'est le cas en France, c'est le cas de tous les pays autour de nous. Dans tous les pays, les médecins généralistes construisent et actualisent une synthèse médicale qu'ils doivent partager et donc alimenter dans le DMP. Bon. Mais à partir de là, il faut aussi que le DMP contienne des données structurées qui puissent, au-delà du volet de synthèse médicale, permettre d'un premier coup d'œil aux médecins de voir où sont les éléments fondamentaux. Et ça, nous y travaillons évidemment aussi parce qu'il n'est pas question qu'un médecin qui consulte le DMP se perde des minutes et des heures à essayer de farfouiller pour voir où est l'information utile. Nous verrons le résultat. Voilà. Oui. Alors, le temps passe très vite. Il y a eu beaucoup de questions et vraiment, on vous remercie de nous les avoir posées. On va en choisir quelques-unes. Voilà. Un peu au hasard. Quel est le rationnel réservant l'Optam à des médecins titrés sans tenir compte de l'engagement et de la formation tout au long de sa carrière des médecins de secteur 1 ? Ça, c'est d'abord, c'est de l'histoire, et deuxièmement, si j'ai bien compris la question, il y a des conditions pour pouvoir accéder au secteur 2. Voilà, il faut être titré, il faut être chef de clinique ou avoir été assistant, avoir ce titre-là. Et ceux qui aujourd'hui ne répondent pas à ces conditions, par définition, ne peuvent accéder au secteur 2. On ne peut souscrire un Optam que dès lors qu'on répond aux conditions d'exercice en secteur 2. Autre question ? Alors que l'accès à l'expertise de second recours devient de plus en plus difficile à obtenir, n'est-il pas contradictoire de réserver la télémédecine à des patients connus alors même qu'il n'y aura pas de ces spécialistes en proximité territoriale ? Et ça, à la limite, Jean-Paul Ortiz pourrait également répondre à cette question, parce que nous en avons débattu, nous étions en négociation cet après-midi. D'ailleurs, quand on parle de négociation, ce n'est pas un affrontement, on essaie de réfléchir aussi un peu ensemble sur des sujets complexes. Il y a des moments où c'est un peu punchy. Oui, bien sûr. Il faut que vous rassuriez vos téléspectateurs. Je rassure personne, je dis que étant un pays de rugby, il y a des mêlées. Les mêlées sont rudes. Et je le confirme, il y a toujours des moments de tension dans une négociation, mais heureusement qu'il y a aussi des moments où on essaye collectivement de chercher des réponses à des questions complexes. Et cette question-là est une des questions que nous abordons. Il y a plutôt, en effet, tout autour de la table, un certain accord pour dire que c'est quand même mieux pour un médecin de recevoir quelque part en consultation par télémédecine un patient qu'il a déjà vu une fois. Voilà. Et je crois qu'il y a un assez large consensus sur cette idée simple. Voilà. Y aura-t-il des exceptions ? C'est ce qu'on s'est dit ce matin. Il y aura peut-être des exceptions, il faudra voir lesquelles. Mais la règle, le principe général, je l'ai rappelé. Alors, une question assez différente, les fleuves, je vais essayer de la résumer. En gros, l'activité d'hospitalisation libérale, les honoraires sont toujours cotés avec les anciennes cotations en C08 pour la prise en charge d'un malade, etc. Je vous la résume. Ouais, je la connais, oui. Il faut développer les soins palliatifs, etc. Aucune cotation spécifique. Y a-t-il un projet de valorisation des activités médicales sans actes techniques qui sont pourtant très chronophages ? C'est une question donc sur l'hospitalisation. Vous pourriez avoir plein d'autres questions m'interrogeant, comme on l'a déjà eu sur d'autres sujets, sur est-ce qu'on ne pourrait pas mieux valoriser tel ou tel acte, telle ou telle consultation, telle ou telle spécialité. Moi, je vous ai renvoyé quand même, et c'est important de le partager avec tous ceux qui nous écoutent. Vous savez, l'assurance maladie, pardon de passer du micro au macro, mais je pense que c'est important de camper le paysage général. On doit malgré tout à la fois répondre à des besoins de santé, bien sûr valoriser, revaloriser le plus régulièrement possible les tarifs des professionnels, mais on doit aussi veiller à ce que notre système soit soutenable. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, la France, elle ne
sous-finance pas son système de santé. Vous savez qu'en France, on consacre à peu près 11% de la richesse nationale à notre santé. Il y a les États-Unis, qui sont à peu près à 15%. Et puis, il y a un petit groupe de pays, avec l'Allemagne, la France, la Suisse, les Pays-Bas, peut-être quelques pays scandinaves, on est à 11%. C'est pas mal. Ça augmente de 2% par an. C'est à peu près l'ONDAM. Vous savez, l'ONDAM, on dit c'est 2% par an. 2% par an, quand on y réfléchit bien, c'est le poste de dépense de toute la sphère publique, de toute la sphère sociale, qui augmente le plus et qui augmente chaque année. Ce n'est pas une année comme ça, c'est tous les ans. Voilà. Donc c'est un investissement durable et assez fort. Voilà. Simplement, on ne peut pas faire plus qu'à peu près 2%, parce que 2%, c'est à peu près ce qui nous permet d'équilibrer nos dépenses. Nos ressources, c'est la croissance économique, un peu inférieure à 2%, c'est la masse salariale. Ça tourne autour de ça. Il est là le point d'équilibre. Il faut qu'on arrive à faire tourner notre système autour de 2%. Tous les pays autour de nous sont dans les mêmes eaux. Hein. Ce n'est pas une situation française. Et je pense que c'est important parce que si on n'y arrive pas, si on repart dans du déficit, quelque part derrière le déficit, je veux dire, c'est du déremboursement des patients. C'est même parfois du rationnement des soins, notamment sur des innovations thérapeutiques. Et je pense que c'est perdant pour tout le monde. Vous pouvez avoir légitimement des demandes, et moi, elles me paraissent légitimes, entre guillemets, de dire il faut qu'on soit mieux rémunéré parce qu'il y a une technicité, il y a un temps passé, etc. Mais tout ça, ça doit aussi se remettre dans un contexte général qui fait qu'on investit beaucoup dans la santé, ça progresse chaque année de 2%, ça ne peut pas progresser de 3 ou 4% chaque année, et les besoins de santé, on doit y répondre, parce qu'il y a du vieillissement, il y a des pathologies chroniques, donc il faut tenir tous les bouts. Il faut tenir le bout à la fois des besoins de santé, des innovations thérapeutiques qui coûtent assez cher, des besoins de revalorisation, je ne les écarte pas, il faut faire tout ça dans une enveloppe qui est forcément contrainte. Je ferai simplement remarquer que notre système pourrait être plus efficient dans tous ces secteurs, et vous parlez des autres pays européens et des pays de l'OCDE. La France est quand même le pays où nous avons un budget hospitalier qui est des plus élevés par rapport à d'autres pays. Alors, votre dernière intervention arrive presque un peu avant que je ne vous pose la question de la conclusion. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous pouvez encore nous donner un petit mot de conclusion, puis on passera à la vôtre. D'abord, moi, je voudrais vous remercier d'avoir rendu possible cet échange direct avec, j'imagine, un certain nombre de médecins qui nous regardent. L'assurance maladie, elle est vécue souvent comme un peu lointaine. Souvent, ça a été dit comme n'étant pas en capacité de répondre à toutes vos attentes de revalorisation ou de simplification. Je voudrais simplement passer un message simple, c'est que dans un champ de contraintes, avec des missions que j'ai rappelées, l'assurance maladie, en tout cas, c'est ma vision, c'est ce que j'essaie de promouvoir en interne. Elle souhaite, elle veut, elle aspire à être un élément d'une solution, parce que notre système de santé va avoir besoin de bouger dans les prochaines années. Il est sous pression, chacun le sait, il est sous pression, même s'il n'est pas sous-financé, il est sous pression. Et je pense que nous devons le reconnaître et accompagner les acteurs. Et l'assurance maladie doit aussi avoir ce rôle-là. Ça passe par le dialogue, ça passe par l'échange. La vie conventionnelle doit le permettre. J'espère que la CSMF y reprendra rapidement toute sa place, mais ça, c'est compliqué, je le sais. Mais ça passe aussi par le dialogue, et cette émission m'en a donné l'occasion. Donc merci pour cela. Merci à vous Nicolas Revel d'avoir accepté de passer tout ce moment avec nous. C'était une émission exceptionnelle, j'espère que vous aurez été nombreux au rendez-vous de Planète Médecin. Bonne soirée à toutes et à tous, et merci à tous. Merci également à vous deux pour cette émission effectivement exceptionnelle. Alors une petite précision avant de se quitter, l'émission est disponible en rediffusion sur les sites de la CSMF et sur celui bien sûr de Fréquence Médicale. Et vous pouvez aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, #Planète Médecin. Bonne fin de soirée. Prochain rendez-vous le 28 février ? Le 28 février, dernier mercredi de chaque mois. Bonsoir. Bonsoir.